Il est tout juste 19h et c'est le journal à la une ce soir. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, inaugure à Fès Dar Tiazi, siège de l'association Fès Saïs pour le développement culturel, social et économique et de la fondation Esprit de Fès. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, préside ensuite la cérémonie d'ouverture de la 26e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Opération Marhaba 2022, ce n'est pas encore le grand rush, mais les arrivées de nos concitoyens du monde ont bien démarré. Pour leur garantir un transit de qualité tout en sécurité, des équipes sont mobilisées à bord des ferries. Leur mission, le contrôle sanitaire. Ce soir, l'exemple nous vient du port de Tanger-Ville. Un mot de sport avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire in extremis hier des Lions de l'Atlas face au Bafana Bafana, 2-1 au terme d'une prestation jugée plutôt convaincante. Après cette victoire, le Maroc est leader de cette poule. Nous ferons le point en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Première escale de ce journal. Fès, où Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a inauguré hier Dar Tiazi, siège de l'association Fès Saïs pour le développement culturel, social et économique et de la fondation Esprit de Fès. Les développements, c'est avec Fouad Laharach, Atman Tiazi, Nabila Azarqan et le commentaire est signé Nisrine Hamdawi. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, illumine par sa présence ce haut lieu d'histoire et de culture, Dar Tiazi, que Son Altesse Royale inaugure. Cette majestueuse maison est le siège de l'association Fès Saïs pour le développement culturel, social et économique, mais aussi de la fondation Esprit de Fès. L'espace a été fraîchement restauré. Des explications ont été fournies à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, au sujet de ce chantier de restauration mené dans le strict respect du cachet authentique de cette bâtisse fondée au début du XXe siècle. Notre association a le plaisir et l'honneur de voir Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, inaugurer son siège. C'est tout un symbole. Cette grande maison s'étale sur 6700 mètres carrés. Elle comprend pavillons et de petites annexes sous forme de jardins et de galeries. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a visité des espaces qui se sont vus attribuer le nom d'illustres artistes natifs de la capitale spirituelle. Différentes salles, celle de Abdelkrim Raïs, la salle Moulay Ali Sqli, l'espace de la créativité et la salle Ahmed Taïb Lalj. Des lieux qui constitueront un magnifique écrin pour la créativité et l'épanouissement culturel de la jeunesse. Cette maison que nous mettons en valeur apportera une autre pierre à l'ensemble de l'édifice culturel qui caractérise Fès. Cet espace abritera des activités et des événements à l'échelle locale, mais aussi nationale et internationale. Tout cela favorisera une certaine émulation culturelle au Maroc et au niveau de la ville de Fès, la capitale spirituelle et scientifique. Dar Tiazi, un espace culturel splendide, à la hauteur de ce que recèle la ville en richesse patrimoniale et historique. Cette maison restera ouverte aux artistes et à un public assoiffé de culture et de créativité artistique. Elle fera à coup sûr rayonner davantage l'image de la ville de Fès comme capitale culturelle et spirituelle du royaume du Maroc.
Et toujours hier dans la soirée, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a présidé la cérémonie d'ouverture de la 26e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une édition qui revient après 2 ans d'absence à cause de la crise du coronavirus. Cette nouvelle édition se déroule sous la thématique l'architecture et le sacré. Zaki Abdelkas, Abin Hiri, Abdelali Ayad et Nisri El-Hamdaoui. La place historique Bab el-Makina à Fès brille de mille feux. L'arrivée de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, annonce majestueusement le retour en force du Festival de Fès des musiques sacrées du monde dans sa 26e édition. Son Altesse Royale préside la cérémonie d'ouverture de ce festival événement. Au cœur de cette 26e édition, l'architecture et le sacré sont célébrés de la manière la plus élégante, la plus exaltante aussi. Cette 26e édition a un cachet particulier parce qu'elle vient après 2 années marquées par le Covid, où aucun événement n'a pu être organisé. Donc cette reprise marque justement ce renouveau. C'est l'occasion justement de positionner la ville de Fès en termes d'image. C'est également l'occasion de drainer plusieurs festivaliers, plusieurs touristes. Le spectacle d'ouverture qu'a suivi Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna est grandiose. Une sorte d'architecture artistique savamment exécutée. Elle a été proposée par Alain Weber sous forme d'un mapping géant. Le voyage s'annonce passionnant. Et c'est parti pour un long périple baptisé Voix et géométrie sacrée. Le voyage commence à Fès pour s'ouvrir à un monde où le spirituel transcende les âmes. Le spectacle d'ouverture nous fait voyager à travers les architectures sacrées, comme le voyageur Ibn Battuta, qui est parti de Fès, qui a fait le tour du monde pour revenir. Le voyage nous fait aller de la ville de Fès avec son horloge hydraulique, passer par Notre-Dame de Paris, aller jusqu'au Taj Mahal, pour revenir après un grand voyage autour du monde avec toutes les musiques qui sont représentées à la mosquée Hassan II, pour avoir bouclé ce voyage des architectures sacrées du monde en musique. Une centaine d'artistes de différentes religions et nationalités a entonné des chants sacrés. Comme pour dire que la coexistence interreligieuse est loin d'être une fiction. C'est une réalité dans le royaume d'ouverture et de convivence. C'est une fierté, vous savez que ça fait 3 ans que Sa Majesté, que Dieu le bénisse, que Dieu l'assiste et le glorifie, m'a octroyé par décret royal la nationalité marocaine. Et pour moi, c'est une telle fierté de chanter aussi, je pense, devant Lalla Hasna ce soir. Le spectacle offre un paradis architectural où le visible rend hommage à l'invisible, trace des axes verticaux entre le ciel et la terre, le cosmos et la nature. Bref, un vrai chef-d'œuvre artistique qui donne le là à une édition qui promet un voyage spirituel tout en majesté et en majuscule. Au terme de ce concert inaugural, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a été saluée par des membres de la création artistique du spectacle d'ouverture. Et pour nous parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Fès Abdelrafi Aizouitne, président de la Fondation Esprit de Fès. Monsieur Abdelrafi Aizouitne, bonsoir. Hier, la Fondation a été dotée d'un nouveau siège, pas des moindres, d'Artiazi, inauguré par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna. Une pierre qui vient s'ajouter à l'édifice culturel qui fait toute la particularité de la capitale spirituelle Fès.
L'inauguration hier de Dartezi par son Altesse Royale, c'est d'abord un grand honneur et un immense privilège. Dartezi, nouvellement restauré, deviendra un lieu d'espace pour les échanges, le partage, au bénéfice des jeunes de la ville de Fès, pour renforcer l'esprit de créativité et d'innovation. Dartezi, nouvellement restauré, aura pour mission principale 3 axes. Le premier est de renforcer le rayonnement à l'international et sur le plan national du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Fès et cette excellence de l'art de vivre à la marocaine. Le deuxième axe, c'est grâce à un partenariat avec le ministère de la Culture, les universités, les associations, le conservatoire, faire émerger de jeunes talents par la remise de prix. Et enfin, le troisième axe, c'est organiser des symposiums, des colloques, des ateliers dans différents domaines artistiques comme la musique, le chant, la peinture et bien d'autres pour justement permettre le transfert des compétences à travers des rencontres entre les jeunes et de grands artistes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Ainsi, Dartezi, nouvellement restauré, deviendra le lieu central d'animation culturelle pour les jeunes au niveau de la ville de Fès. Un événement phare dans la ville de Fès, un festival qui signe son grand retour après 2 ans, le festival de Fès des musiques sacrées du monde. Abdallah Fezouiten, qu'est-ce qui caractérise cette édition ? Ce qui caractérise cette édition, c'est d'abord le fait qu'elle se tienne après 2 années blanches, 2020 et 2021, où aucun événement n'a pu être organisé, aussi bien au Maroc et également à travers le monde. Donc cette 26e édition a un cachet particulier par le retour du festival de Fès, de musique sacrée à Fès, donc un festival qui fait revivre, qui va permettre de repositionner la destination à la fois sur le plan national et sur le plan international. Et on le voit à travers justement la présence de la presse nationale, de grands médias internationaux qui vont assurer cette couverture et qui vont évoquer à la fois le festival, mais également la restauration de la Médina de Fès, qui a vu justement un chantier impressionnant de restauration grâce à l'initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, un programme dont le budget s'élève à plus de 3 milliards de dirhams. Et le forum de Fès est prévu dans 2 jours. Quel en est le programme ? Vous savez, en parallèle justement au festival, nous avons l'habitude de tenir un forum. C'est ce samedi, durant pratiquement une grande partie de la journée. Et ce forum va justement traiter de la thématique de cette année qui est l'architecture et le sacré. Une thématique qui va faire essayer d'exposer l'histoire justement de la relation de l'homme avec le divin à travers des monuments architecturaux magnifiques qui se sont construits au fil des siècles. Et la soirée d'hier a justement montré ces endroits emblématiques comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme le Taj Mahal, comme les synagogues, comme bien entendu la grande mosquée Hassan II. Et le Maroc est très symbolique avec ces lieux comme, je le répète, la grande mosquée Hassan II, le Qarouiyen, la mosquée de Taza ou Tinel, et qui montre cet esprit de tolérance, cet esprit de dialogue et de culture et de religion que notre pays incarne si. Monsieur Abdallah Fezouiten, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Esprit de Fès. Et c'est aujourd'hui que les travaux de la conférence internationale Dialogue de Tanger se sont ouverts sous le thème « Vers une nouvelle lumière partagée ». En marge de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu des entretiens avec notamment l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, l'ancien président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero et l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et actuel haut représentant de l'Alliance onusienne des
civilisations, Miguel Ángel Moratinos. La conférence internationale Dialogue de Tanger vise à débattre de plusieurs questions d'actualité, en lien notamment avec la coexistence interreligieuse et le dialogue interculturel. Objectif de ce conclave, discuter des moyens de construire la paix à travers la culture, discuter de l'importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l'Occident et le monde islamique, mais également des problématiques liées aux nouvelles technologies et au changement climatique à la fois en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que des perspectives à court et moyen terme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et lors de cette rencontre, les participants discuteront principalement des moyens de construire la paix à travers la culture, mais aussi de la diplomatie constructive. Je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le temps diplomatique doit redevenir géopolitique et pas seulement politicien. C'est un temps long, un temps stratégique, qui a besoin d'élan pour se construire dans la durée, et d'espace pour expliquer, et d'endurance pour faire adhérer. C'est tout le contraire du temps tactique, qui se déploie par petits coups, et vit des sondages et des réactions. La diplomatie des Lumières est une course de fond, pas un sprint de headlines. Les Lumières sont souvent dans la subtilité de la trajectoire. Et c'est le sens de la construction diplomatique patiente, mais visionnaire menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique, au Moyen-Orient et sur les questions multilatérales et globales. Deuxièmement, la meilleure solution n'est pas nécessairement celle que nous n'avons pas encore trouvée. Elle est peut-être et souvent juste devant nous. Au Moyen-Orient, par exemple, le salut passe peut-être par un retour à l'essentiel, c'est-à-dire une solution qui permet la cohabitation, le respect des droits légitimes des uns et des autres, et le dépassement des rancœurs et des rancunes, des attentes et des déceptions. C'est aussi valable en Afrique du Nord, pour ramener de la raison dans des choix qui défient souvent toute rationalité. Et direction à présent le port de Tangéville. Depuis quelques jours, ce port vit au rythme de l'opération Marhaba, signe du bon déroulement de cette opération. Et pour garantir fluidité et sécurité, surtout sanitaire des passagers, cette année, des équipes de contrôle embarquent à bord des ferries. Leur mission, contrôler les dispositifs d'intervention médicale des ferries, mais aussi la qualité des produits alimentaires qui y sont vendus. Reda Amaou, Zakaria Mouqin Billah et Nisrine Aouzdar. Le ferry accoste au quai du port de Tangéville. À l'accueil des passagers, les services du contrôle sanitaire de la gare maritime. Tout un protocole d'inspection est prévu. Les contrôleurs doivent s'assurer des capacités d'intervention médicale à bord. Ce passager est pris d'un malaise. L'équipe médicale intervient aussitôt. Je suis fatigué et j'ai de la fièvre. Le staff médical m'a pris en charge et je me sens beaucoup mieux maintenant. Aujourd'hui, on a eu un cas spécial. On avait un passager qui se sentait vraiment qui n'arrivait pas à respirer. Alors j'ai appelé le groupe de secours et le commandant. Nous, après chaque détention, on informe la capitainerie et la fondation Mohammed V. En plus de s'assurer de la sécurité sanitaire à bord, les produits alimentaires et les repas servis aux passagers font l'objet d'une attention particulière. Nous contrôlons l'origine des produits alimentaires à bord, le conditionnement et les dates de péremption, ainsi que tout ce qui a trait à la sécurité sanitaire de ces produits. Au cas où nos services sont informés de la présence d'un cas positif, nos équipes se rendent sur place pour s'assurer de l'application du protocole sanitaire en vigueur contre les épidémies, en particulier le Covid. Avec l'intensification des arrivées de ferries relevant de l'opération Marhaba, les effectifs du service de contrôle sanitaire aux frontières sont renforcés et les procédures de contrôle simplifiées. Des mesures mises en place afin de garantir un transit en toute fluidité en collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité.
C'était donc un récit signé Souad Anachad. À présent, les principaux chiffres du Covid, la circulation du virus commence à peser, voire à inquiéter. 1090 contaminations enregistrées pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs grimpent rapidement, 4822 déjà au total. Et fort heureusement, aucun nouveau décès n'est à déplorer. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 7 pour uniquement ces dernières 24 heures. Donc les mesures barrières s'imposent à bon entendeur. Mot de sport plutôt, retour sur le match d'hier des Lions de l'Atlas. Le 11 national s'est imposé tant bien que mal, 2-1, une victoire in extremis pour la première journée du groupe K des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Retour sur les temps forts du match avec Mohamed El-Chgar. Dès l'entame de la rencontre, les Lions de l'Atlas développent un jeu nettement offensif. Ils s'offrent plusieurs occasions de surprendre les Sud-Africains et de scorer, mais c'est l'inverse qui se produit. Contre toute attente, à la 8e minute, Lyle Brent Foster déborde et trompe le portier Bounou. Un but précoce qui, heureusement, ne fait que pousser davantage les Lions de l'Atlas à sortir leurs griffes. Achraf Hakimi, Adam Massina, Tariq Tissoudeli, Ilyas Sha'ir, entre autres, exercent un forcing sur la sélection sud-africaine. Mais sans pour autant réussir à concrétiser les occasions qui se présentent. Ayman Barqouk à la 26e minute, Youssef Nsiri à la 36e ou encore Tariq Tissoudeli à la 45e minute plus 2. Les éléments nationaux manquent visiblement d'efficacité. Aujourd'hui, défensivement, collectivement et globalement, c'est pas assez. Donc il faut qu'on travaille et qu'on fasse mieux les choses. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fatigue, ces choses-là. Donc de ce point de vue-là, je suis pas trop inquiet parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs ont joué pas mal de matchs, de championnats, de Coupe d'Europe, des blessures. Il n'y a pas de souci. Mais tactiquement, il faut qu'on fasse mieux si on veut faire quelque chose à la Coupe du Monde. Au retour des vestiaires, les changements opérés par le coach Vaïd, avec l'entrée notamment de Amin Harit, Azdin Ounahi et Ayoub El-Kabi, dynamisent davantage les compartiments du jeu des Lions de l'Atlas, qui se montrent alors plus audacieux. À la 51e minute, Youssef Nsiri parvient enfin à égaliser. L'équipe nationale, plus entreprenante, plus dynamique en cette deuxième période, parvient également à inscrire le but de la victoire vers la fin de la rencontre grâce à une reprise à la volée du pied gauche d'Ayoub El-Kabi, 87e minute du match. Lors de la prochaine journée, la sélection marocaine sera opposée au Libéria. Ce sera lundi prochain au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Les joueurs auraient tiré les leçons qui s'imposent. Et là, aujourd'hui, je suis obligé de penser à ce qui ne va pas aussi. Et ça fait les 2 derniers matchs où voilà, on donne trop d'espace à l'adversaire parce qu'on attaque beaucoup, on attaque en nombre et on oublie de penser à la perte de ballon. Il faut être objectif. Tactiquement, il faut qu'on progresse si on veut faire quelque chose à la Coupe du Monde. Au terme de cette journée, le Maroc est leader de cette poule avec 3 points. Groupe qui ne comprend que 3 équipes après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football, la FIFA. La nouvelle édition du Ciel célèbre les littératures africaines. Elle rend hommage à l'Afrique, berceau de l'oralité, et à ces talentueux écrivains, des auteurs aux identités composées qui portent en eux les racines d'une Afrique aux prolongements multiples. Ce soir, nous vous proposons un entretien exclusif avec le grand écrivain franco-congolais Alla Mabonkou, qui ne cesse de glaner de prix et de séduire de nouveaux lecteurs. Nissé Nausdar, Saïd Ijassi, Yassine Moualafir et Asma Tazi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre invité a passé son enfance dans la ville côtière de Pointe-Noire. À l'âge de 22 ans, il s'est envolé en France pour terminer ses études. Dans sa valise déjà, plusieurs manuscrits et quelques recueils de poésie. Viendra plus tard le temps de la notoriété, des publications, au gré des rencontres, des voyages et d'une imagination très fertile. Ces intrigues se passent souvent en Afrique, n'en déplaise à ceux qui y voient peut-être un univers littéraire, un champ littéraire assez restreint ou alors pas tout à fait universel. Notre écrivain a toujours les bonnes paroles, les bonnes réponses par rapport à cela. Notre invité est Alla Mabonkou, il est à Rabat pour une seule journée et au milieu d'une journée ultra chargée,
il a accepté de nous accorder ce petit moment et c'est bien évidemment un très grand plaisir. Alain Mabankou, cette nouvelle édition du Ciel célèbre la littérature africaine. Comment se portent, selon vous, les lettres africaines aujourd'hui? Sont-elles sorties des ténèbres? Ont-elles quitté cette case, on va dire, imaginée, fantasmée par l'Europe et les Européens? Oui, disons que pendant longtemps, l'Europe avait pensé qu'elle avait le monopole des civilisations. Donc elle avait gommé tout ce que nous avons comme civilisation, que ce soit en Afrique noire, que ce soit dans le monde du Maghreb, que ce soit ce que nous avons dans les pyramides, que ce soit ce que nous avons dans nos royautés. Mais on se rend de plus en plus compte qu'aujourd'hui, cette pensée qui a été mise à part est celle qui est en train de sauver l'humanité actuellement. C'est le continent de la littérature, c'est le continent de l'oralité aussi. Et justement, quand on parle de littérature africaine, on pense bien évidemment à vous, aux grands écrivains du Maghreb, à Mohamed Khaireddine, à Kateb Yassine, mais on pense aussi à ceux qui ont évolué de l'autre côté de l'Atlantique et dont les ancêtres ont été contraints de faire ce malheureux voyage à cause de cette page sombre et sinistre de l'humanité que nous connaissons tous et qui ont écrit des choses puissantes. Je pense là à Frantz Fanon, à Aimé Césaire, à James Baldwin. Vous qui enseignez la littérature francophone à Los Angeles, à l'Université de Californie, qui animez des conférences dans le monde entier, comment est perçue aujourd'hui cette littérature africaine, surtout dans cette partie du monde, l'Amérique? Je pense que la littérature africaine est perçue en Amérique comme non seulement utile et nécessaire, mais salutaire, parce que ça permet aux Noirs américains d'avoir un discours sur leurs origines. Les Noirs américains vivent une Afrique mythifiée. Ils vivent l'époque des royaumes, ils vivent l'époque de la grandeur ancestrale de l'Afrique, mais parfois ils ne sont pas au courant de ces réalités immédiates et sociales. Donc cette littérature africaine apporte aux Américains une connaissance très proche des réalités africaines. Et moi qui vis là-bas, je sais que lorsque j'enseigne ces littératures africaines, il y a une affluence. C'est comme si je leur ouvrais les portes du continent noir. Moi, je n'ai pas de problème avec mon identité. J'ai la soif de comprendre. Parce que les identités sont évoquées de toute façon en temps de crise. C'est la panthère noire, comme l'appelle Amin Maalouf. Tout à fait. Les temps de crise montrent à quel point nous n'avons pas encore cerné les tentacules même de notre identité. Cette philosophie est très bien représentée dans votre livre Le monde et mon langage, et on va faire un petit focus sur cette rencontre avec le grand Sony Laboutansi, auteur du chef-d'œuvre La vie est demie. Allez, un petit flashback. On va revenir en 1979, c'est cela, quartier Makelelele, c'est bien cela. Brazzaville, cette rencontre, le poster du Che Guevara, Bob Marley, ce livre de Gabriel Garcia Marquez, ces deux bougies. À ce moment-là, vous comprenez que la littérature, c'est plus, ça dépasse l'acte d'écrire en fait. Oui, je pense que Sony Laboutansi incarnait l'écrivain national. Et moi, j'étais allé rencontrer l'écrivain parce que je voulais devenir écrivain. Vous aviez quel âge? La vingtaine? Je devais avoir 19 ans et je vois le poster de Bob Marley, je vois comment il écrit, je vois pratiquement l'écrivain dans sa petite cuisine. Faire sa petite cuisine d'écrivain, il écrit et il vous donne quelque chose. Il me donne le manuscrit de La vie est demie. Alain Mabankou, vous avez une histoire assez spéciale avec les dictionnaires. Vous figurez désormais dans le dictionnaire Larousse. Alain Mabankou, qui est-il? Une définition bien sûr subjective, moins sérieuse que Larousse et plus originale que ce que l'on retrouve ici dans ce dictionnaire. Êtes-vous prêt, Alain Mabankou? On va essayer. Alain Mabankou, mais je pense que je suis quelqu'un qui continue à me questionner et qui continue à penser que si nous avons deux pieds, c'est parce qu'on nous a demandé de parcourir des distances. Je suis un homme du monde, je suis ouvert à toutes les cultures, je n'ai jamais vécu sous le parapluie des préjugés, j'ai toujours marché dans la pluie de la découverte. Je crois que même vos portraitistes n'auraient pas trouvé meilleur mot. Merci beaucoup Alain Mabankou de cet entretien. Merci à vous qui avez suivi cet entretien. À très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula.